Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a le quorum. 11h03, je vous propose de démarrer. C'est une session relativement courte, donc on va essayer d'aller rapidement dans le contenu. Merci à tous d'avoir trouvé le temps pour assister à ce webinaire. On va parler d'un sujet d'actualité sur l'environnement des réseaux d'entreprise, le Network as a Service. Alors, qu'est-ce que c'est que le Network as a Service? Ça va être le thème de notre échange. On a intitulé ça opportunité ou buzz. Vous allez le voir, il y a sans doute un petit peu des deux. Et du coup, on voudrait démystifier ce terme, qui est un peu un terme marketing, qui est utilisé par beaucoup d'offreurs, souvent avec des sens différents. Et on voudrait un petit peu vous donner l'opportunité, enfin voilà, proposer une grille de lecture, notre vision de ce sujet, qu'est-ce qui peut être intéressant derrière ces concepts de network as a service, qu'est-ce qui au contraire n'est pas nouveau et qu'on fait déjà depuis un certain temps, et il faut réussir à faire le tri. Et donc je vous propose tout de suite d'avancer sur, alors en quelques mots, voilà, donc on va présenter ce webinaire avec Jinan. Donc on fait partie du cabinet Navigacom. Je suis en charge pour ma part de la practice réseau d'entreprise. Je vais passer 2 minutes à vous présenter le cabinet pour ceux qui ne le connaissent pas. Jinan, si on peut avancer directement, voilà, sur les 2-3 slides d'introduction, puis après on rentre dans le sujet. Donc Navigacom, hein, pour rappel, on est un cabinet de conseil en stratégie IT. On existe depuis plus de 25 ans. On fait à peu près 9 millions de chiffres d'affaires annuels, 90 consultants qui peuvent intervenir chez les clients. On travaille essentiellement pour des grands comptes et des grandes PME, donc 75% du CAC 40 typiquement sur les dernières années. Puis on a un historique de plus de 1000 projets à notre actif. Ensuite, si on avance sur le slide suivant, voilà, donc notre offre de services, on la structure en 3 types d'offres. Le premier, c'est celui que vous connaissez pour la plupart, hein, c'est l'offre de conseil. Donc on fait bien sûr des missions de conseil de type schéma directeur, études en tout genre, techniques, économiques, accompagnement aux étapes de sourcing, AMOA d'appel d'offres, ce type de choses, de l'audit évidemment aussi. En mode conseil, souvent forfaitaire, mais on peut aussi organiser ça en régie. On a une deuxième offre qui s'appelle le Navigacom Competency Center, où là, finalement, on trouve des profils de type freelance ou des partenaires externes qui peuvent intervenir soit ponctuellement, soit sur des longues durées, plutôt en mode régie, pour des besoins spécifiques, souvent des expertises pointues. Et on vous propose des profils qui peuvent être vraiment sur des besoins très ponctuels et pointus. Et enfin, une troisième offre de networking, qui est le NNG, donc le Navigacom Networking Group, qui est en fait une souscription, un abonnement annuel à la participation à un groupe de travail multi-client organisé autour de 7 sessions d'échange annuelles, donc 7 après-midi au cours de l'année que l'on organise dans nos locaux. C'est des mercredis après-midi autour d'un état de l'art sur un sujet, un benchmark du sujet et puis des retours d'expérience client. Donc ça prend l'après-midi autour d'un déjeuner et d'un buffet de networking sur des thèmes d'actualité de nos domaines d'expertise. Domaines d'expertise qui sont présentés sur le dernier slide d'introduction. Pour rappel, 4 domaines d'expertise. Digital Workspace, Cloud et infrastructure, les réseaux d'entreprise que je pilote et dont ce sera le sujet aujourd'hui, et la cybersécurité. Voilà en quelques mots pour reposer le contexte de qui on est et de ce qu'on fait. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Ok, Avec merci. voilà Oui, l'agenda. Je vais laisser la parole à Jinan, je t'en prie. merci. Merci Morgane. Bonjour à tous. Donc pour ce webinaire, nous avons prévu l'agenda suivant. Nous commencerons par rappeler les challenges auxquels le réseau est confronté aujourd'hui. Nous allons ensuite démystifier le Network as a Service, donc en définissant précisément ce concept et en mettant en avant ses principaux avantages. Nous verrons ensuite le Network as a Service en action, donc en analysant les impacts
concrets de ce modèle et aussi ses éventuelles limitations et risques. Puis, nous nous appuierons sur des cas d'usage concrets, issus de l'expérience des clients, de Navigacom, donc de nos clients, pour mieux comprendre, comment le NAS peut répondre, aux besoins réels d'entreprise. Et enfin, nous terminerons par une session, questions et réponses. Donc aujourd'hui, le réseau reste le maillon faible dans la transformation digitale des entreprises. Il est plus rigide, plus lent à évoluer, et souvent mal adapté aux nouveaux, usages des entreprises. Donc voici les 4 principaux défis, auxquels le réseau d'entreprise est confronté aujourd'hui. Donc une agilité, qui est limitée et des délais de déploiement trop longs, des investissements, initiaux très élevés pour acquérir de l'infrastructure, physique, une complexité opérationnelle accrue pour gérer cet réseau, et une forte dépendance, aux opérateurs télécoms, qui ne sont pas, toujours, agiles. Donc face à ces défis, qu'est-ce que le network as a service, apporte? Comme a dit Morgane, tout à l'heure, le network as a service, c'est un concept qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années et promis, comme une révolution, de la gestion des réseaux. Il est censé apporter de la flexibilité, d'agilité, de la simplicité aux entreprises. Mais où sommes-nous réellement aujourd'hui? Il est important de noter que le NAS, le network as a service, n'a pas encore de définition qui est unique et standardisée à ce jour. C'est un concept, marketing, qui est revendiqué, par de nombreux fournisseurs de services et qui peut prendre différentes formes selon les acteurs qui l'implémentent. Donc nous, en tant que Navigacom, nous définissons, le NAS à travers 4 briques, essentielles. Donc, c'est de la consommation à la demande, des services réseau, managés. Donc avec le NAS, les entreprises peuvent, déployer, faire évoluer et gérer, leurs services réseau sans posséder ou maintenir leurs infra, physiques. De la facturation à l'usage, donc et en modèle OPEX. Donc, le NAS, il propose, un modèle différent que les opérateurs télécoms, traditionnels, où les organisations paient uniquement pour les ressources, réseau consommées, en modèle OPEX et optimisant ainsi leurs coûts. La troisième brique, donc c'est un service qui est automatisé et as a service, donc contrairement, aux services télécoms traditionnels, nécessitant des configurations manuelles et des délais de mise en service qui est prolongé et un service qui permet, de donner accès à l'écosystème, l'écosystème des providers, des fournisseurs SaaS et cloud. Donc ça permet aux organisations d'acheter des services, réseau, à travers des fournisseurs SaaS et cloud, qui sont, voilà, différents des opérateurs télécoms traditionnels. Nous présentons aussi des définitions alternatives, pour nous pardon. Donc, je reviens sur ce slide, les définitions alternatives. Pour nous, un opérateur télécom, il définit, le NAS comme un modèle de service, donnant accès à des, services, réseau, managés avec une facturation, en mode OPEX. C'est, un service pour nous qui a été déjà proposé par les, opérateurs pendant, plusieurs années. Il y a une autre définition du MEF. Ils définissent le NAS comme une combinaison de plusieurs services, de la connectivité à la demande, voilà, de l'internet, de la 5G à la demande, de l'assurance application à travers les solutions SD-WAN, NFV, de la cybersécurité, à travers les solutions SASI, SSE, de la sécurité API et du multi-cloud networking, donc la connectivité au cloud, de l'IA cloud, tout ceci dans un système ou un écosystème qui est automatisé et standardisé. Donc, quels sont les bénéfices, du modèle, NAS?
modèle Network as a Service. Donc il renforce l'agilité et la scalabilité. Donc les modifications, ils sont apportées au réseau par le biais du logiciel et non pas de matériel. Donc les équipes réseau d'entreprise sont souvent en mesure de reconfigurer le réseau d'entreprise à la demande. Il permet aussi d'améliorer la performance opérationnelle, donc à travers d'outils d'automatisation, d'orchestration pour réduire les interventions manuelles et augmenter l'efficacité opérationnelle. Ça permet aussi de limiter les infrastructures à acquérir et à opérer, donc à travers de la virtualisation ou des services infra. En modèle cloud et SaaS. Et ça permet également aux organisations d'optimiser les coûts, donc à travers de la facturation à l'usage, et donc payer uniquement les services consommés. Mais il est important de bien contrôler sa consommation pour bien maîtriser les coûts, sinon on peut avoir l'effet inverse et donc des coûts plus importants. Donc, on souhaite aussi sur ce slide donner un overview sur le marché du NAS aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, il y a de nombreux acteurs qui se positionnent sur ce marché NAS, étant donné que le NAS est le fruit de la bascule progressive vers des usages, vers des solutions dans le cloud. Donc, on a des vendeurs SD-WAN, SASE, SDN. Donc, généralement, les services NAS sont hébergés dans des POP des vendeurs. Il y a aussi plusieurs façons pour diriger le trafic client vers ces POP, soit en installant des agents sur les terminaux, comme le cas des fournisseurs des solutions SASE, soit utiliser un matériel qui est préconfiguré ou une appliance virtuelle du vendeur, soit déployer des connecteurs sur un matériel certifié pour établir des tunnels IPsec, comme on peut voir sur la solution Cloudflare. Donc sur type d'acteurs, ils proposent des offres NAS qui sont distinctes, donc qui incluent des services réseau, mais aussi de la sécurité. On a par exemple Palo Alto avec leurs produits Prisma SASE, donc qui propose des fonctionnalités sécurité dans le cloud, qui est connu par cette partie-là, mais aussi qui offre la possibilité de faire de la bande passante à la demande, donc sur la partie réseau. Il y a l'acteur Périmètre 81 qui a été racheté par Checkpoint. Donc, il propose une offre NAS et derrière, il y a une offre de gateway privé et public global qui est proposée par ce type d'acteur. Il y a Cloudflare avec leurs produits Magic One, Akamai avec Akamai CDN. Donc, il offre de la connectivité site à site, de la connectivité WAN, de la connectivité hybride et multi-cloud. Il y a d'autres acteurs, donc les hyperscalers, donc type AWS et Azure, et aussi les fournisseurs des services d'hébergement type Equinix avec leur offre Equinix Fabric, donc qui généralement offrent des services réseau qui sont cloud natifs et des services de connectivité WAN. On a aussi les opérateurs télécoms, donc qui offrent généralement de la bande passante à la demande, de la connectivité du cloud à la demande, donc type NTT, Colt, AT&T, Verizon et Orange. Et il y a dernièrement les opérateurs, pas les opérateurs, les vendeurs d'équipements et manufactureurs qui, eux, tels que Cisco et HP, qui, eux, leur offre se repose principalement sur une souscription à un abonnement mensuel au service réseau, et derrière, on trouve un service managé par ce type d'acteur. Ah, donc peut-être en complément là, quelques messages. Ce qu'on voit, c'est que la nature des offres qui rentrent d'une manière ou d'une autre dans la catégorie Network as a Service est très différente, hein. C'est des Oui. services qui sont très différents entre les acteurs de gauche, les acteurs de droite. De notre point de vue, les acteurs de droite, donc les telcos, les manufactureurs, font pas vraiment du NAS comme
comme on pense qu'il y a un vrai bénéfice innovation, en termes d'innovation pour les entreprises, c'est plutôt des modèles de facturation, des modèles de revente de services qui évoluent vers de l'OPEX, voilà, vers de la souscription. Mais c'est pas ça réellement qu'on appelle le NAS ou qu'on voit comme quelque chose de réellement innovant. Faire du WAN en mode OPEX, on en fait depuis une éternité. Faire du LAN aujourd'hui, oui, je vois quel commentaire de Rodolphe, où il y a peut-être, oui, Intercloud a eu des petits soucis récemment, effectivement. Ce que je veux dire aussi, c'est que les vrais services qui sont un peu plus innovants vont être plutôt sur la gauche de l'écran et au milieu, donc avec plutôt des services. En fait, le NAS vient souvent pas comme un service principal que le fournisseur va offrir à ses clients, mais plutôt la proposition de valeur est différente. Soit c'est une plateforme SSE, soit c'est une plateforme de connectivité au cloud avec Equinix Fabric, soit c'est de l'accès à l'hyperscaler comme Azure ou AWS, mais ils ajoutent des services qui permettent de faire la connectivité réseau selon les principes du cloud. Et donc les 4 grandes paramètres de définition qu'on a vu plus haut. Donc de l'Azure Virtual WAN par exemple, de l'Equinix Fabric, du Cloudflare Magic WAN, tout ça ce sont des services qui pour ces acteurs-là sont des enablers ou des on-ramps pour aller consommer d'autres services chez eux, mais qui en même temps permettent de faire du réseau différemment de ce qu'on fait aujourd'hui. On va le voir dans les cas d'usage tout à l'heure. Et là, on pense qu'il y a réellement des changements de manière de construire un réseau, en particulier un réseau WAN. Mais après, ces concepts-là peuvent s'appliquer aussi sur du LAN de différentes manières. Mais vraiment sur la manière de connecter des sites d'une entreprise entre eux sans avoir à passer forcément par un telco en direct, mais par un éditeur ou par un fournisseur de contenu, et de consommer le réseau différemment, de plus être sur la consommation d'infrastructures, mais d'être sur la consommation d'usage. On va y revenir. Donc je vous propose d'avancer, si on est bon, voilà. Donc maintenant qu'on a dit ça, impact et limites, ou quels sont les impacts et les risques potentiels qu'on voit. Donc on a évidemment un changement de modèle de consommation du réseau qui va amener certains impacts et en tout cas points d'attention qu'il faut avoir en tête. Donc on a des impacts techniques, opérationnels, de consommation et de facturation. Les impacts techniques, on a identifié un point qui est typiquement quand on voit le NAS comme tout simplement de la fonction réseau virtuel qu'on déploie sur des équipements, soit des équipements clients, soit des équipements fournisseurs, mais des équipements mutualisés. Et donc effectivement, on va vouloir consommer des fonctions réseau, du routage, du filtrage. Alors je parle de réseau, ça peut être réseau et sécurité bien sûr, mais je veux déployer une fonction en mode as a service. Donc j'ai une interface, j'active la fonction, elle va se déployer automatiquement et je vais pouvoir la consommer et l'utiliser dans l'espace de quelques secondes ou minutes, plutôt que d'avoir à faire un changement manuel ou de soumettre une demande de changement à un fournisseur. Donc quand on fait ça, évidemment on gagne en agilité, mais on va différentes fonctions virtuelles sur des équipements physiques mutualisés. Donc on va avoir des problématiques de dimensionnement de matériel, de service chaining, de périmètre de responsabilité, si on déploie des fonctions qui sont sous la gestion de différentes entités sur des matériels mutualisés. Donc quand ces matériels sont côté fournisseur, finalement la responsabilité est censée être complètement côté fournisseur. Donc c'est à eux de gérer ces impacts techniques. Les dimensionnements matériels doivent être faits par les fournisseurs et c'est de leur responsabilité. Quand on fait ça sur des équipements qui sont des équipements clients et on essaie de construire une offre as a service sur des edge clients, par exemple des boîtiers type routeur sur des sites clients, des CPE universels sur lesquels on va vouloir déployer d'autres fonctions que des fonctions simples de routage. On va avoir des domaines de responsabilité
qui peuvent être mélangées, et donc une fonction qui va aller consommer de la ressource sur un CPE peut venir impacter les autres fonctions qui sont portées par ce CPE. Donc ça, c'est des points d'attention en termes de comment je vais dimensionner mes équipements, comment je m'assure que le service tuning se fait bien, comment je délimite les domaines de responsabilité. C'est pas les plus forts impacts parce que finalement cette vision du NAS, c'est pas celle qu'on voit comme la plus pertinente, ou en tout cas pas la plus innovante. Les fonctions réseau virtuel, ça existe depuis un certain temps, et les fournisseurs gèrent plutôt bien cette partie virtualisation. Et les clients se la sont assez peu appropriés de notre point de vue. En revanche, les deux autres types d'impact sont assez clairs. Impact opérationnel, quand on va aller consommer des services NAS, il faut avoir bien conscience qu'on bascule d'un monde de services dédiés et parfois même construits sur mesure pour des clients entreprises, à un monde cloud de services sur étagère, services standards, sur lesquels on n'a pas beaucoup de levier de négociation. Donc ça va se voir d'un point de vue opérationnel, tout simplement en termes de SLA. La plupart des services qu'on a cités ici au-dessus, sur la partie gauche du slide, dans les fournisseurs SASI, SSE ou cloud ou hébergement, fournissent des services sur étagère avec des SLA qui sont ce qu'ils sont, voire pas de SLA du tout, et qui disent voilà, ça c'est le fonctionnement du service, vous y souscrivez et vous êtes un client parmi des milliers, ça va fonctionner. Par contre, je vais pas vous m'engager sur des SLA. En tout cas, le levier de négociation est beaucoup plus faible. Et par ailleurs, ce sont des services qui, comme des services SaaS, le cycle de vie de ces services sont gérés par les fournisseurs de manière imposée finalement aux clients. Vous allez avoir des notifications qui vont vous dire attention, le service va être indisponible à tel moment, pendant telle plage, parce qu'on va faire un upgrade. Alors évidemment, ces acteurs-là essaient de faire attention à limiter, éviter autant que possible les impacts clients. C'est quand même des services critiques qui sont portés dessus, mais on n'est pas sur de la décision spécifique de dire oui, j'accepte que ce service soit upgradé à tel moment, ou je vais d'abord tester votre nouvelle version pour voir si elle est rétrocompatible avec mon environnement. Non, on est plutôt dans une situation où on subit les upgrades de services comme si on consomme un logiciel en mode SaaS, une plateforme cloud. Voilà. Donc ça, les impacts opérationnels sont assez importants. Il faut avoir conscience qu'on consomme du service standard et sur lequel on a peu de levier de négociation. Le troisième impact, qui est aussi clair, dans NAS, il y a as a service, et donc c'est ce qu'on va chercher, c'est bien sûr un mode de consommation et de facturation à l'usage. Donc c'est souvent quelque chose qu'on cherche, qu'on souhaite avoir, une facturation à l'usage. Mais qui peut avoir bien sûr aussi des impacts. Donc là, ce qu'on dit juste, c'est le modèle de facturation va souvent évoluer. On a l'habitude de consommer du réseau sur la base de l'infrastructure physique qui est nécessaire pour déployer ce réseau. Voilà, quel type d'équipement, quelle capacité de l'équipement, quelle capacité des accès réseau, caractéristiques de performance éventuellement. Mais c'est de l'infraphysique finalement qu'on consomme. Alors que là, on va souvent avoir des services qui sont facturés à la licence, et licence basée sur le nombre d'utilisateurs, le nombre d'équipements et des pools de bandes passantes consommées par ces utilisateurs, ces équipements. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, c'est que souvent on a une notion de mutualisation de la bande passante consommée. On n'est pas en train de facturer ce que chaque utilisateur ou chaque site va consommer individuellement, mais comme on accède plutôt à une plateforme, une plateforme NAS, on va pouvoir mettre en commun l'ensemble des consommations, quelles qu'elles soient, bande passante ou service, connexion, qu'on vient consommer dans cette plateforme. Et il y a cette notion de mise en pool qui peut être intéressante.
Et souvent, on a des mécanismes de consommation, de facturation au 95e percentile de ce qui est consommé sur une durée donnée, un mois par exemple. Mais c'est un mode de facturation différent, il faut l'intégrer quand on bascule dans ce modèle-là. Et donc, si je rentre un peu plus dans le détail, donc là, c'est des impacts, mode de fonctionnement, on va dire. Si on zoome un petit peu sur les limites ou les risques, donc là, c'est plutôt vraiment les points d'attention qu'on voit, qui sont parfois liés aux impacts précédents. Le premier, c'est du coup le risque de perte de contrôle. Parce qu'évidemment, on va consommer du réseau via des acteurs qui ne sont pas nécessairement des opérateurs ou des acteurs, les acteurs propriétaires des réseaux qu'ils utilisent. Souvent, c'est des acteurs qui vont construire des réseaux pour leurs usages propres, qui vont les mettre à disposition des clients et qui vont construire des modèles de services et de consommation et de facturation à de services dans une logique cloud. Et donc, on va chercher ces intérêts-là. Mais par contre, ces acteurs-là n'ont pas forcément la maîtrise pleine et entière des infrastructures sous-jacentes. Et donc, il faut avoir conscience que potentiellement, on peut avoir des risques d'incidents qui sont résolus moins rapidement que si on avait un opérateur en direct. Alors, je ne dis pas que les fournisseurs de ce type de service NAS sont forcément moins bons en réseau que les opérateurs. Ce n'est pas le sujet, c'est plutôt de dire qu'on va nécessairement avoir un intermédiaire de plus et que on va ajouter de la latence dans les chaînes de traitement d'incidents, puisque ces gens-là vont eux-mêmes aller vraiment se tourner vers des fournisseurs réseau. Et souvent, leurs réseaux sont construits soit directement par des liaisons opérateurs, soit qu'ils achètent de la fibre noire, ils l'éclairent eux-mêmes, ils gèrent le routage par-dessus. Mais c'est des combinaisons de différents types de réseaux, dont des réseaux opérés. Donc, il y a cette chaîne supplémentaire, ces maillons supplémentaires qui intervient. Ça, c'est sur la vision technique. Donc, il y a un risque potentiel de perte de maîtrise, de contrôle de l'infrastructure sous-jacente. Et en termes financiers, on vient de dire qu'on a dans ces offres de services, on introduit un acteur supplémentaire dans la chaîne. Donc, évidemment, il y a aussi un risque d'empilement de marge. Et d'acheter le réseau unitairement un peu plus cher que si on allait directement l'acheter auprès d'un opérateur. Ça, il faut faire attention parce que c'est la vision un peu standard de dire je préfère aller directement à la source du fournisseur final qui va me fournir mon réseau. Et c'est la manière la plus efficace, c'est la plus efficace que j'aurai de l'acheter. Mais c'est pas forcément vrai parce que tout dépend de ce que vous consommez sur ce réseau. C'est-à-dire que là, avec ces services NAS, on va chercher de la consommation à l'usage. En fonction de l'usage, c'est peut-être plus intéressant de payer un peu plus cher unitairement, mais vous en consommez moins. Donc, au global, votre facture mensuelle va être moins élevée. Évidemment, si vous avez des très gros volumes de consommation, là, il y a un business case à faire, mais sur des gros volumes, c'est mieux de posséder son infrastructure ou d'aller la chercher directement à la source, de construire une infra dédiée. Mais sur des volumes, on va dire, plus faibles ou classiques, la consommation à l'usage peut être intéressante. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que, évidemment, ces acteurs du NAS, eux, achètent du réseau aux divisions wholesale des opérateurs et donc accèdent à des niveaux de prix wholesale, alors qu'en tant qu'entreprise, vous accédez à des niveaux de prix client-entreprise. Donc, c'est pas le même niveau de prix. On a cette notion ces différentes notions de marge qui aident on va dire, à lisser cette problématique de l'empilement de marge. Le troisième point, c'est aussi lié au coût. On est en pay-per-use, consommation à l'usage. Comme on connaît depuis un certain temps maintenant dans le cloud, il y a évidemment un risque de baisse de prédictibilité des coûts. Donc ça, c'est exactement la même problématique qu'on connaît aujourd'hui dans l'environnement des serveurs et du compute. Il faut mettre en place
des mécanismes de capping financier, des processus d'optimisation financière, du FinOps, pour s'assurer qu'on ne va pas déclencher soit accidentellement ou sans l'anticiper une facture extrêmement élevée, ou en tout cas qu'on ait les bons mécanismes de protection pour l'anticiper et pour éventuellement le capper, pour arrêter les usages en évaluant bien sûr les impacts que ça pourrait avoir sur les utilisateurs. Mais c'est la nature même de la consommation à la demande, avec ses avantages et en l'occurrence ses inconvénients, moins de prédictibilité. Le dernier risque, qui est aussi un risque, un retour d'expérience de certains clients, certains clients grands comptes qui nous ont dit on a basculé dans une logique NAS en allant connecter nos sites directement via du Cloudflare Magic One, où on a mis notre backbone entre POP et Equinix sur du Equinix Fabric. Et on a perdu nos leviers de négociation contractuels. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'avoir des contrats, des templates de contrats groupes, les nôtres, qu'on imposait aux fournisseurs, aux opérateurs notamment, en leur disant voilà, c'est ça notre template, c'est ça nos clauses juridiques, on veut que vous rentriez dans notre cadre juridique. Il y avait des négociations évidemment, mais on pouvait partir des contrats clients et négocier sur cette base. Là, c'est plus du tout le cas. On est à l'inverse dans des contrats standards qui sont imposés par les fournisseurs, exactement dans la même veine que ce qui se fait chez les hyperscalers. Et il faut quelque part se plier, ou en tout cas, on a moins de leviers de négociation sur les clauses juridiques qui sont imposées par ces fournisseurs. Encore une fois, parce que ce sont des services complètement standards, qui ne sont pas customisés pour les clients. Du coup, voilà, c'est quelques retours d'expérience client. Nous disaient, nos juristes ont considéré que c'était des moins bons deals en termes de risque juridique que ce qu'on pouvait avoir auparavant avec les opérateurs. Donc voilà, 4 catégories de risques. L'un vraiment technique opérationnel, 2 sur la partie financière et un plus juridique. Le dernier slide, en fait, on voulait vous présenter 2 cas clients concrets qui illustrent ce qu'on a vu nous chez nos clients et ce sur quoi on a pu accompagner certains de nos clients grands comptes. Donc le premier cas d'usage à gauche, qui est vraiment de notre point de vue un cas d'école d'une offre NAS appliquée au WAN. Et le deuxième est un peu différent. Donc on est plus sur de la logique de move to cloud, de fonction réseau. Mais en tout cas, le premier, on a eu quelques clients, c'est pas un seul, mais dans des domaines industriels, grands comptes français, qui ont fait évoluer leur réseau WAN vers des réseaux portés par soit un hébergeur, Equinix, soit un éditeur, Cloudflare, et puis on a des clients qui utilisent du Azure Virtual WAN aussi. Mais pour interconnecter, alors il y a 2 flavors qu'on voit, soit finalement le client garde sa connectivité WAN jusqu'à des POP d'un hébergeur, donc on va dire par exemple Equinix, et cette connectivité WAN, elle peut se faire de manière assez classique, soit c'est du SD-WAN, voilà, n'importe quelle solution SD-WAN sur accès Internet par exemple, et ensuite tout le backbone, lui, est porté par Equinix entre des POP Equinix. Donc ça, on n'a plus de notion de tout le trafic interplaque est porté non pas par des liaisons opérateurs souscrites par le client, mais par un service auquel le client souscrit auprès de son hébergeur, qui va gérer pour lui tout le routage régional, interrégional, avec les SLA qui vont bien, et du coup le client n'a qu'à se soucier de raccorder ses sites aux POP au pluriel Equinix les plus proches dans chacune des régions, et il construit son backbone sur cette base. Par là même,
ça a un sens. Effectivement, on est hébergé, on fait de l'hébergement chez Equinix et puis on consomme du service cloud. On va chercher des ressources, que ce soit du cloud ou du SaaS, par du peering chez Equinix. Une autre variante un peu plus poussée est de dire, que ce soit chez Equinix ou un autre, là l'exemple qu'on a en tête, c'est plutôt chez Cloudflare, c'est d'accéder à la plateforme Cloudflare directement avec une offre qu'ils appellent NAS. Donc là, c'est un boîtier qui peut être même fourni par Cloudflare pour monter un VPN vers leur POP. Et donc là, après, le routage interpop est géré aussi par l'éditeur, le fournisseur NAS en l'occurrence, si on peut l'appeler comme ça. Mais en fait, même la connectivité site à POP est gérée par l'éditeur. C'est-à-dire que, évidemment, il faut avoir un accès Internet sur le site. Bon, ça, on s'en passera jamais. Mais le boîtier est fourni par l'éditeur et la consommation, c'est là que ça change aussi, c'est que la consommation du service réseau se fait au pool de bandes passantes consommées par l'ensemble des sites qui sont raccordés de cette manière. Et donc voilà, facturation à l'usage. Et il y a bien sûr après un mécanisme de mutualisation avec les licences utilisateurs qui sont proposées par Cloudflare pour aller faire de la connexion SSE ou ZTNA à leur plateforme par des utilisateurs en mobilité ou qui sont même directement sur les sites, sur le boîtier. Donc en fait, il y a des alternatives. Vos utilisateurs sont soit connectés à la plateforme avec un client sur leur poste, soit derrière un boîtier de site en fonction de ce qui peut passer par le client ou pas. La logique, c'est vraiment pour eux d'élargir la base de clients et de sites qui peuvent se raccorder à leur plateforme. Et en même temps, pour le client, c'est une autre manière de construire son WAN et de faire consommer, finalement, de facturer, on va dire, de facturer son WAN plutôt à l'usage que à la connexion. La volonté et la tendance qu'on voit étant, bien sûr, progressivement la disparition progressive des boîtiers et donc de la connexion site à POP au profit des connexions utilisateurs à POP ou utilisateurs à la plateforme de destination, là où se trouvent les services qu'on va consommer. Donc cette tendance, elle est claire. Aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de types de trafic qui nécessitent une connexion derrière un boîtier. Et c'est pour ça que ces offres NAS aujourd'hui ont une place intéressante et permettent de faire cette progression vers des modèles purs zéro trust. Quelque part, on est à la transition vers des WAN qui disparaissent et des modèles purs zéro trust à travers ces offres NAS. Le deuxième cas d'usage en plus court, et on voulait vous le montrer parce que pour illustrer que finalement aujourd'hui le NAS ça peut être des choses vraiment différentes. Et là c'est un client qui nous a demandé d'étudier des alternatives, enfin des cibles de migration de fonctions réseau portées on-prem dans des data centers vers du SaaS. Et donc on a appelé ça une évolution vers du réseau as a service. Mais pour être clair, on n'est pas du tout dans le même type de service et d'usage. Donc l'idée, c'était d'aller plus loin que juste dire est-ce que je peux porter ma fonction firewalling ou NAC sur une VM dans un hyperscaler. C'est de dire est-ce que j'ai vraiment est-ce que je peux aller vers des solutions pure SaaS ou en l'occurrence des fonctions réseau en mode SaaS, donc dite NAS, qui pourraient être consommées indépendamment de l'environnement hyperscaler dans lequel je suis hébergé, que j'en ai un ou plusieurs. Donc on a étudié les briques de firewalling, le NAC, le DDI, le load balancing et le reverse proxy avec les éditeurs existants chez ce client
et des alternatives disponibles sur le marché. Et globalement, chacun de ces éditeurs, alors plus ou moins facilement, permet de faire évoluer ces solutions en mode pur SaaS. Donc évidemment en mode IaaS avec des VM ou des containers portés sur de l'infra hyperscaler, oui, mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a vraiment des offres en mode SaaS, donc du F5 Big IP. Aujourd'hui, c'est disponible en mode SaaS, quasiment. Alors, on n'est pas ISO-fonctionnel avec ce qui peut se faire on-prem, mais on y vient et c'est vraiment la cible. Les briques DDI d'Infoblox aussi évoluent vers des solutions SaaS. Donc quand je dis ça, c'est vraiment une solution qui est construite par l'éditeur, portée par son infra, qui est mutualisée entre clients et qu'on consomme vraiment comme du SaaS. Les briques de firewalling dans le cloud aussi, côté Palo Alto, puis Palo Alto n'est pas le seul à aller dans cette direction. Là où on a vu un peu plus de limitations, c'est sur le NAC. Effectivement, faire du NAC en mode SaaS, c'est un peu compliqué. Le but du NAC, c'est de restreindre l'accès réseau. Donc, si on n'a pas un accès local, évidemment, on perd des fonctionnalités. Donc, il y a des alternatives pour faire une forme de NAC un peu différente par les éditeurs SSE qui proposent des fonctionnalités de type Device ID chez Palo Alto, FortiNAC, ou un acteur un peu plus spécifique est Armis avec l'offre Centrix. Mais l'idée, c'est de faire de l'authentification des devices avant même l'accès réseau. On a toujours nécessairement besoin d'un accès réseau quand la brique NAC n'est pas sur le site. C'est ça que la différence qu'on va avoir avec des vraies briques NAC voilà, qui existent chez Cisco ou HP Aruba par exemple. Mais donc là, voilà, quelques limitations d'évolution de cette fonction NAC vers le cloud. Mais pour les autres, effectivement, on a des fonctions pure cloud qui existent maintenant pour faire du firewalling, du DDI, du load balancing, sans vraie limitation ou avec des limitations qui ont tendance à disparaître. Voilà pour ce deuxième use case et ceci conclut notre petit tour de piste sur le network as a service. Je vous propose de quelques minutes, voilà, on a dépassé, mais si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans le chat ou lever la main. Et du coup, si vous n'avez pas de questions, peut-être, voilà, est-ce que à tout hasard, il y aura un témoignage peut-être de l'un d'entre vous qui aurait déjà mis en place un service plutôt comme le service du cas d'usage numéro 1 à gauche, qui connecte ses sites via un service éditeur, qui a basculé dans un mode de consommation à l'usage sur son WAN, qui voit les intérêts, les limitations de ce modèle-là. Non, sinon. Pas de souci. Écoutez, sinon, voilà, s'il n'y a pas de réaction. Moi, excuse-moi. Oui. Bonjour. Alors, Jacob, bonjour, Air France. J'ai une question, je m'interroge sur ce que tu as dit concernant la disparition des boîtiers sur des sites distants. C'est une tendance, donc, bon, alors, on voit que maintenant, en fait, la tendance, c'est plus data center centrique, mais c'est à l'individu, enfin à la connexion, maintenant, le modèle. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus de boîtiers Alors, du coup, c'est la vraie... sur un site distant ou... Oui, tout à fait. Bah, donc, c'est une vraie grosse tendance. C'est une question que bon nombre d'entre vous se posent. Je pense que la réponse, c'est à un moment, oui. On va dans cette direction-là. En tout cas, pour une grande partie des usages de l'entreprise. Et selon le type d'entreprise, il va rester plus ou moins de types de trafic qu'on ne pourra pas basculer dans un mode
Pure Zero Trust. Donc ce dont tu parles, c'est un mode Pure Zero Trust avec des clients sur les devices utilisateurs qui peuvent se connecter via n'importe quel type de connexion réseau, qui soit trusté ou pas, et d'ailleurs plus aucune connexion va être trustée à terme. Donc le LAN, on peut même se poser la question de la disparition du LAN à terme finalement. La connectivité réseau public, qu'elle soit Internet voilà, chez soi ou via XG en mobilité, pourrait suffire pour de la connectivité entreprise. Aujourd'hui, cette vision, elle est encore partielle chez bon nombre de clients parce qu'il reste des flux qui ne peuvent pas être traités comme ça. Il y a des flux industriels, il y a des flux de gestion de sécurité de bâtiments, il y a des flux de legacy de type téléphonie ou imprimante qui posaient problème, mais aujourd'hui, voilà, impression, badge, tout ce qui est ce type d'usage. Mais même impression, aujourd'hui, ça disparaît parce qu'avec les serveurs dans le cloud, les serveurs d'impression cloud, on n'est plus forcément contraint par ces limites-là. Donc, mon point, c'est de dire, aujourd'hui encore, il y a certains usages qui vont nécessiter de passer par un boîtier et de tunneler finalement le trafic de site à site. Mais clairement, la tendance, c'est la disparition de ces usages progressivement. Il va sans doute en rester un certain nombre dans le monde industriel. Et c'est pour ça que les solutions hybrides de type Zero Trust pour tout ce qui est usage bureautique vont forcément se répandre à côté de boîtiers pour tout le reste des usages qui vont progressivement ne devenir que les usages industriels critiques. Voilà, effectivement, je vois les trafics de type SCADA, user to machine, c'est des choses qui ne peuvent pas être ZTNisées, entre guillemets. Mais peut-être qu'à terme, ça le sera. Aujourd'hui, c'est pas du tout prévu. Mais voilà, c'est ça les limites aujourd'hui qu'on voit à ce modèle sans Edge. Et du coup, ce modèle hybride avec Edge plus client utilisateur, c'est ça, quelque part, c'est une des versions du NAS qui fait le plus de sens. Parce qu'on bascule, y compris la connexion avec un boîtier sur site, en mode as a service, en mode consommation à la demande, qui se rapproche complètement de ce qu'on fait avec un client sur un poste utilisateur ou un device utilisateur. Voilà. Donc oui, voilà. Clairement, la tendance, c'est, je dirais, oui, bien sûr. Pas la même vitesse pour toutes les entreprises. On a des clients qui nous disent, quand on fait ce type de présentation, moi j'ai eu des retours clients qui nous disaient, mais cette vision-là, nous, on l'a déjà mise en place depuis 5 ans. Donc ok, super, mais c'est des clients institutionnels dans des secteurs tertiaires avec que des petits sites. Effectivement, ils ont basculé tout leur WAN en mode soit pur as a service, parce qu'ils se connectent à une grande plateforme qui leur suffit, soit pur ZTNisé, parce qu'ils n'ont pas d'usage industriel, ils n'ont que des flux type bureautique simple. Donc oui, dans ces secteurs-là, ça existe déjà. Ça dépend fortement du type d'activité quand même. Complètement. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer une entreprise qui a que des marcheurs commerciaux un peu répartis partout, qui ont besoin de se connecter à distance, et effectivement des boîtes comme par exemple Carrefour qui a plusieurs sites importants où là il y a forcément un LAN qui doit exister et des connexions. Ah, ok. Je vois Rodolphe qui avait la main. Ouais, j'ai eu une question quand tu dis les sites qui ont déjà migré sur ça, ils ont quand même une box ou une boîte qui leur permet de fournir le réseau aux utilisateurs, type Meraki ou autre solution. Pour la partie Wi-Fi filaire, comment ils font sur cette partie-là? Parce que tu as quand même une boîte qui est sur site, du coup. Alors, les clients avec qui moi j'ai parlé, qui sont quand même des grands, c'est pas des grands comptes CAC 40, mais là pour le coup c'est des grosses PME multinationales. Oui, ils ont encore un boîtier sur site qui peut gérer LAN Wi-Fi, oui. Donc moi j'en suis là dans ce que j'ai vu sur le marché, mais on peut tout à fait s'en passer à terme. C'est-à-dire que et je pense qu'aujourd'hui, si on va chercher des plus petites entreprises,
une entreprise qui a que quelques sites avec moins d'une dizaine d'employés sur les sites, il n'a pas forcément besoin de LAN en fait. Il peut avoir uniquement des gens qui sont en mode remote access. Alors c'est un cas extrême et c'est pas du tout votre situation à vous. Mais il faut se dire que cette vision de dire je mets tout le monde en mode remote access et j'utilise les réseaux publics, ça peut fonctionner. À petite échelle aujourd'hui, ça fonctionne sans problème. Et voilà, j'ai des discussions aussi avec des grands comptes qui clairement se disent est-ce que je peux mettre cette vision en place pour mon siège avec 10 000 utilisateurs. Donc certains cherchent à mettre ça en place et y croient. Et je pense qu'à terme, c'est une réalité. Maintenant, pour un grand compte, il y a tous les types de trafic un peu spécifiques sur ces grands sites qu'il va falloir gérer. Et pour moi, c'est pas trivial de les gérer tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il y a encore la place pour ou la nécessité d'avoir un boîtier pour vraiment certains sites de trafic bien spécifiques. Mais pour moi, la vision, elle est sur des petits sites ou des besoins simples, on peut se demander est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un LAN à terme. Alors, Julio Cordero de Benji, juste petite remarque par rapport à la démarche Zero Trust. Donc, je suis complètement en face sur la partie IT, où en effet, les usages O365 et en effet vont vers la stratégie d'avoir un LAN managé par Meraki via du SaaS ou en tout cas une démarche plus connectée au réseau privé, pour être clair. Par contre, nous, en étant allés sur cette démarche, on voit quand même une limite, c'est la gestion du multilien. Parce que même si on est, on va dire, sur une maison Internet, un réseau à plat, et tout est en Zero Trust, tout est ZTNisé sur un service SASE central qui contrôle l'IT, on a quand même le multilien à gérer, parce qu'il y a quand même une redondance. Et en effet, même le fait d'être comme ça, des fois, il y a une limite au modèle, c'est qu'on ne sait pas gérer la redondance, la perte du lien primaire, secondaire. Donc le boîtier peut-être va pas rester là pour, on va dire pour la connectivité privée, parce que finalement tout se SaaSise, comme vous avez dit, enfin tout va vers des services SaaS. Par contre, le multilien, c'est quand même un point important à retenir. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Côté industriel, oui. Ouais, j'entends. Donc en fait, ce que vous dites, c'est le besoin de maintenir un boîtier, il peut se justifier, ne serait-ce que pour amener de la résilience de connectivité. Exactement, parce qu'on a quelque chose qui est intelligent, qui sait gérer la perte et le SLA et la redondance de lien. Et pour moi, c'est juste là où ça se justifie de garder un boîtier. Après, qui peut être aussi ZTAnisé, hein, c'est-à-dire que ça peut être vraiment un boîtier que pour gérer le multilien Internet. Mais voilà, je vois et côté Indus, oui, en effet, on regardera les boîtiers dans tous les cas. C'est ça, voilà, souvent, c'est des approches différenciées en fonction du périmètre de l'entreprise. Mais voilà, en tout cas, moi, la limite du modèle, je le vois vraiment dans le multilien. Voilà. Si je peux apporter une petite remarque. Merci pour ce témoignage, c'est tout à fait pertinent. Ok. Il y en a un commentaire aussi d'Eric Deschelles sur quid de Nile et LAN Wi-Fi One Sécurité Managée. Je ne sais pas si vous vouliez. C'est un acteur américain, donc après qui propose cette fonctionnalité. Donc ça rejoint un use case plus, on va dire, petites agences ou ainsi de suite, ou en tant qu'entreprise multinationale, c'est l'enfer à manager un site où il y a 10 personnes, manager le LAN, le Wi-Fi, pour un site où il y a 10 personnes, versus un site où il y en a 8000. Alors, on est d'accord. Sur des petits sites, c'est sûr que ça fait du sens. C'était la proposition de valeur de Meraki, mais qui n'est pas poussée à l'extrême. Avec Meraki, ils ont des boîtiers pour la partie LAN, donc la LAN Wi-Fi, et puis ils ont des boîtiers pour le SD-WAN. Et si on veut les deux, il faut les deux briques. Mais tout marche très bien. Ensemble, là, ce que vous dites, c'est que la vision est dans un seul et unique boîtier. Finalement, on a la connectivité WAN qui est très simple, qui est finalement des tunnels, gestion du multilien et le LAN. Ouais. Oui, je pense que c'est pertinent. Pour vous dire, on discutait aussi encore avec Cloudflare, pour ne pas les citer, je pense que ce n'est pas les seuls qui travaillent là-dessus. Et eux, c'est une de leurs pistes en roadmap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont cette brique boîtier site qui sert à gérer les multiliens et la connectivité vers leur plateforme uniquement. Et ils disent le next step, ce sera probablement d'intégrer des fonctions LAN Wi-Fi relativement simples à ce boîtier pour des petits sites qui ont besoin d'avoir un boîtier unique pour tout gérer. Évidemment, ce sera pas ça va pas desservir des LAN campus, c'est pas la vocation, mais sur des petits sites, je pense que c'est une vision. Cette convergence, elle fait du sens.
Et après, oui, je vois le challenge équipe sécurité, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est un des risques, c'est un des impacts, c'est on va mutualiser différentes fonctions sur un même équipement et donc commencer à mélanger les domaines de responsabilité. Et oui, là, les équipes de sécurité vont pas être très contentes. On les comprend. Maintenant, voilà, travailler vers cette cible, c'est aussi de s'assurer que les briques de sécurité, elles vont rester suffisamment performantes, qu'on peut leur appliquer les politiques qui vont bien, qu'elles vont pas être impactées par une perte du réseau, que voilà, il y a un certain nombre de prérequis. Pour cette partie-là, c'est quand même. Enfin, je sais pas, ça va peut-être bouger, les lignes vont peut-être bouger, mais moi je trouve que c'est quand même compliqué où sur des sites, admettons, tu mets un lien internet pour tes 100 personnes, faut quand même les authentifier. S'il y a du Wi-Fi, s'il y a du filaire, il faut quand même les authentifier. Là, je vois quand tu donnes un accès Wi-Fi à un guest, il faut quand même savoir qui c'est. Donc il y a quand même toute une notion de traçabilité qu'on nous demande et qui là un peu s'évapore. Donc c'est un peu. Il y a quand même des enjeux derrière qui sont assez importants, quoi, pour le. Ouais, après toute la partie traçabilité, on peut l'amener autrement. On peut l'amener autrement justement à travers les plateformes qui vont centraliser ce trafic-là. Le risque, c'est qu'on va peut-être mettre un peu tous les œufs dans le même panier, mais, c'est ça, ouais. mais finalement, la traçabilité, elle va venir par des fonctions. En tout cas, il y aura une gestion de l'identité, à avoir quelque part. Oui. Et il faudra qu'elle soit validée par une équipe sécu, clairement. Bien sûr. Mais ça, c'est une brique de base du modèle SSE, donc pour moi, elle est portée là-dedans. Ok, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Merci à tous ceux qui sont en train de nous quitter. Juste une petite question sur le use case 1. Oui. Il y a déjà des gros clients qui ont migré, parce que nous, on est juste dans l'étape d'avant où en fait la partie interpop est uniquement sur le réseau de l'opérateur. Et il ne reste plus que celle-là, on va dire, en termes non SD-WAN, on va dire. Le interplaque régional entre les colos data centers qui interconnectent les hyperscalers et ainsi de suite, dans les différentes régions. Mais... Donc là, vous êtes à cette étape-là, c'est ça? Parce que nous, non, moi je suis à l'étape d'avant où NAS Provider pour le backbone, c'est encore le backbone opérateur MPLS. D'accord. Pour les intercos interrégions en fait. Oui, moi on connaît des clients grands comptes qui ont leur backbone porté par un hébergeur, par exemple. Et donc je me rappelle tout à l'heure je sais plus qu'est-ce qui témoignait d'Engie, mais Engie, je crois, a avancer vers une vision site, la connectivité des sites, pour en tout cas certains sites bureautiques, pourrait peut-être détailler mieux que moi, mais à travers un éditeur, plutôt que de la faire via une solution SD-WAN managée par un opérateur. Nous, on est plutôt sur du AWS centrique. C'est-à-dire qu'on est, nos hubs de connectivité sont sur AWS et on repose nos connectivités interrégions sur AWS. On n'est plus sur des opérateurs. Donc là, on a complètement basculé le point de convergence interrégion, c'est vraiment AWS. C'est notre c'est ça la logique. Et donc l'interco entre différentes régions du monde se fait au travers d'AWS. Du backbone AWS. Exactement, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des régions, par exemple, où ils ont donc les points de présence, on va parler SD-WAN, par exemple, qui sont donc on-prem, et derrière, c'est des data centers ou des connexions inter-data centers qui font l'interrégion sur le backbone client. Nous, c'est l'inverse. On a choisi plutôt de mettre le point de... Après, c'est surtout une stratégie SI où notre SI est sur AWS, donc ça explique la stratégie globale. Mais en effet, partant de ce principe-là, on s'est dit qu'au lieu de reposer sur des opérateurs pour l'interrégion, sur des data centers avec des fibres assez expansives, c'est assez cher et tout, on a plutôt basculé la jointure et c'est AWS qui est notre backbone. Donc si on a une communication interrégion, ça passe par AWS et on a des points de connexion SD-WAN qui sont à des régions du monde différentes. Donc on utilise AWS en point d'entrée worldwide, mais après la communication interrégion se fait bien sûr contrôlée sur notre tenant. Mais, oui, non, mais c'est... Voilà, mais c'est intéressant, on pourra échanger
Mais oui, nous on est vraiment dans l'étape maintenant où on n'a plus vraiment de data center. Donc c'est vraiment l'étape l'étape après. Enfin, plus de data center on-prem, sur le terme on-prem comme on les voit avant. Et voilà, et on connaît un autre client qui a cette démarche aussi sur le backbone Equinix. Donc avec après utiliser Equinix pour aller se connecter aux différents environnements des hyperscalers. Mais oui, la connectivité se fait à travers Equinix. Donc c'est des choses qui arrivent, y compris chez les grands comptes. Je pense pas encore jusqu'à la connectivité des sites, mais je pense que c'est en train d'évoluer vers ça. Et j'ai des clients de taille plus petite qui eux ont mis en place de la connectivité de site via du Cloudflare ou même du Zscaler, les branch connectors en fait, sur des plus petits sites. Moi, j'ai rencontré d'autres sociétés aussi qui vont vers du multi-cloud. C'est-à-dire qu'ils veulent profiter de la résilience des clouds, donc ils peuvent très bien avoir un routeur sur Azure, un autre sur AWS, enfin, je fais un exemple. Et l'idée, c'est d'avoir une réplication, enfin, c'est assez cher, cette logique, mais c'est de dire que voilà, le AWS tombe, on va sur Azure, on a un point d'entrée routeur sur un autre cloud provider, et on bénéficie de la résilience du cloud pour un point d'entrée vers les assets réseau qui doivent être répliqués. Enfin, ça dépend d'une démarche un peu plus globale, mais voilà. En tout cas, il y a même une tendance à se servir du cloud comme pivot de connectivité qu'on n'avait pas forcément avant dans les logiques data center pure. Et la résilience côté hyperscaler depuis, on va dire, les pop providers, on va dire aujourd'hui, si on est chez Equinix, on va prendre un fabrique pour aller vers AWS, Azure et ainsi de suite. Oui. Mais quid si demain le réseau Equinix se casse la gueule pour une raison principalement, je dirais, d'erreur humaine, on perd toute la connectivité vers les hyperscalers. Donc il faut avoir une deuxième patte depuis le réseau Equinix pour partir vers l'hyperscaler. Mais nous, on est dans la logique vraiment d'aller via Internet. C'est-à-dire qu'on rentre. Oui, de l'autre côté, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait ça en effet, par exemple, on a encore des DC, parce que d'un point de vue réglementaire, enfin, je dis qu'on n'avait pas de DC, on a très peu d'entités dans des DC, mais obligé pour certains métiers. Mais en effet, oui, on a encore des Equinix, des liens Equinix ou des liens en POP multi-redondés pour aller vers Azure, AWS depuis un data center, en effet. Mais par contre, pour le reste, c'est vraiment la logique de rentrer par Internet, donc de rentrer de l'autre côté, comme vous dites, justement, et de bénéficier de la redondance d'Internet, et typiquement d'avoir multi-liens sur les régions, mais le pivot de connectivité, le point d'entrée au réseau de l'entité de l'entreprise, c'est le cloud. Donc c'est plus un data center, donc on bénéficie des double ASI, de toute la redondance que le cloud nous offre, quoi. Mais c'est une logique qu'on a commencé fortement et qui pour l'instant porte ses fruits. Et j'ai rencontré d'autres sociétés qui étaient même dans la logique de multi-cloud. Alors c'est encore autre chose. Google ou AWS, c'est encore d'autres complexités, quoi. Ok. Je pense merci beaucoup. On est au bout. Merci pour ces échanges. Puis merci pour votre disponibilité. Je vous propose de clôturer maintenant. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Puis à votre disposition, si vous souhaitez bien sûr échanger sur ces sujets, vous mettre en relation éventuellement avec d'autres de nos clients, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.